20 véhicules nazis abandonnés. Les plus étranges découverts. Après 80 ans. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fut limitée par le traité de Versailles, avec une armée réduite à 100 000 hommes et sans droit de posséder des chars, une aviation militaire ni des sous-marins. À partir de 1933, le nouveau régime lança un réarmement progressif qui transforma complètement l'industrie allemande. Des entreprises comme Krupp, MAN, Daimler-Benz, Messerschmitt, Heinkel et Junkers se mirent à produire de l'armement de manière massive, tandis que d'énormes ressources furent consacrées au développement de véhicules blindés, d'avions, de sous-marins et de systèmes expérimentaux. Entre 1939 et 1945, l'Allemagne fabriqua des dizaines de milliers de véhicules militaires, dont plus de 46 000 chars et canons automoteurs, environ 120 000 avions et des centaines de sous-marins. À mesure que la guerre avançait et que la situation militaire se détériorait, beaucoup de ces véhicules furent abandonnés par manque de carburant à cause de pannes, d'ordres de destruction ou de retraites précipitées. Certains furent coulés, d'autres enterrés ou simplement laissés sur place. Ce documentaire présente 20 de ces véhicules allemands, retrouvés des décennies plus tard exactement à l'endroit où leur parcours s'est achevé, conservés comme témoins directs de l'effondrement final de l'effort de guerre allemand. Tiger, un 231, immobilisé par manque de carburant en Normandie. En août 1944, le Tiger numéro 231 avançait lentement sur une route secondaire près de Vimoutiers, en Normandie. Il faisait partie d'une colonne allemande qui tentait d'échapper à l'encerclement allié après l'effondrement du front dans la poche de falaise. Le combat n'était plus la priorité. L'urgence était de se déplacer et de ne pas rester piégé. Pour un char de plus de 50 tonnes, cette urgence avait une limite claire, le carburant. Le Tiger 231 appartenait à une unité lourde qui se repliait aux côtés d'autres chars Panther, Panzer III et Panzer IV. La zone était saturée de véhicules endommagés, de routes bloquées et d'attaques aériennes constantes. Dans ce contexte, le Tiger tomba en panne de carburant sur la route RN 179, peu après avoir quitté Vimoutiers. Il ne fut pas détruit lors d'un combat direct. Il ne put tout simplement pas continuer à avancer. Avant de l'abandonner, l'équipage plaça des charges explosives à des points clés. Les détonations rendirent le moteur inutilisable et bloquèrent la tourelle, laissant des fissures visibles dans le blindage, sans toutefois détruire complètement le véhicule. L'objectif était d'empêcher son utilisation par l'ennemi. Après cela, les membres d'équipage s'éloignèrent à pied et le Tiger resta immobile sur la route. Quelques jours plus tard, des unités canadiennes qui avançaient dans la zone le poussèrent à l'aide de machines lourdes dans un fossé au bord du chemin afin de dégager le passage. Il y resta partiellement incliné. Contrairement à de nombreux chars abandonnés qui furent rapidement démantelés, ce Tiger demeura sur place. Après la fin de la guerre, une grande partie des restes militaires de Normandie furent vendus comme ferraille. Le Tiger de Vimoutiers fut également acquis par un ferrailleur qui retira des composants accessibles tels que la transmission et les trappes. Malgré cela, le noyau du véhicule resta intact, en grande partie en raison de sa taille, de son poids et de sa position. Dans les années 1970, les habitants de Vimoutiers achetèrent le char et organisèrent sa récupération. En octobre 1975, la tourelle fut retirée et la caisse replacée près de l'endroit où il s'était immobilisé en 1944. Depuis lors, le Tiger 231 demeure exposé en plein air sur une base en béton, sans restauration et avec des dommages visibles. C'est l'un des rares Tiger insurvivants et l'un des rares exemplaires conservés au même endroit où ils furent immobilisés pendant la guerre. Junkers Ju-87 Stuka restent immergés du bombardier en piqué. Le Junkers Ju-87, connu sous le nom de Stuka, fut l'un des avions les plus reconnaissables de l'aviation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu par Hermann Pohlmann pour l'entreprise Junkers Flugzeug und Motorenwerke, il effectua son premier vol le 17 septembre 1935 et entra en service lorsque la Luftwaffe commença à se préparer à un conflit de grande ampleur. Le Stuka fut conçu comme un bombardier en piqué biplace, avec un pilote et un opérateur radio qui faisaient également office de mitrailleurs défensifs. Sa silhouette était inconfondable, avec des ailes en forme de mouette inversée et un train d'atterrissage fixe caréné.
Dès 1936, il commença à opérer en combat durant la guerre civile espagnole, où il fut employé par la Légion Condor comme champ d'essai avant l'éclatement de la guerre en Europe. Entre 1939 et 1942, le Ju-87 participa aux campagnes de Pologne, de France, des Balkans, de la Méditerranée et d'Afrique du Nord, agissant comme soutien direct des troupes terrestres. Durant ses premières années, sa précision d'attaque le rendit efficace tant qu'il opérait avec une protection aérienne suffisante. L'un de ses éléments les plus connus fut la sirène Jericho Trumpet, installée sur le train d'atterrissage, dont le son accompagnait les attaques en piqué. De plus, il intégrait un système automatique de redressement qui permettait de sortir du piqué même si le pilote perdait connaissance durant la manœuvre. À mesure que la guerre avançait, le Ju-87 montra ses limites. Sa vitesse et sa maniabilité se révélèrent insuffisantes face à des chasseurs alliés plus modernes. Durant la bataille d'Angleterre, en 1940, les pertes obligèrent à le retirer de ce front, bien qu'il continuât à être utilisé sur des théâtres présentant une opposition aérienne moindre, en particulier sur le front de l'Est et en Méditerranée. Entre 1936 et 1944, environ 6500 exemplaires furent fabriqués dans différentes versions. Bien que sa conception fût dépassée durant les dernières années du conflit, l'absence d'un remplaçant immédiat fit qu'il resta en service jusqu'à presque la fin de la guerre, avec des variantes adaptées à l'attaque au sol, au remorquage de planeurs et aux missions anti-chars. Plusieurs Ju-87 terminèrent loin des aérodromes et des hangars. Certains s'écrasèrent à terre, d'autres furent abandonnés et plusieurs finirent engloutis en mer. En Adriatique, des plongeurs localisèrent les restes d'un Stuka tombé à l'eau lors d'une opération. Le fuselage, recouvert de sédiments, conservait sa forme générale grâce à l'eau froide et à la faible présence d'oxygène. Des décennies plus tard, il ne transmettait plus la terreur associée à ces attaques, mais une image immobile et silencieuse au fond marin. U-2540 Wilhelm Bauer, un design naval réutilisé après la guerre. Le 26 avril 1945, les troupes soviétiques occupèrent Stettin, mettant en danger les unités navales allemandes stationnées à Swinemünde. Face à l'avancée ennemie, plusieurs navires appareillèrent au début du mois de mai vers des baies situées au nord de l'Allemagne, dans l'attente de nouveaux ordres. Parmi eux se trouvait l'U-2540, un sous-marin de type 21, l'une des dernières incorporations de la Kriegsmarine. Au cours de ce déplacement, le 3 mai 1945, le sous-marin fut attaqué par un avion britannique. L'attaque causa la mort de 8 membres d'équipage, marquant le seul affrontement direct de l'U-2540 pendant la guerre. Le lendemain, le 4 mai vers 8 heures, l'équipage décida lui-même de s'aborder le sous-marin, le coulant volontairement après avoir évacué le personnel près du bateau-phare de Flensbourg. L'U-2540 reposa ainsi au fond de la baie de Flensbourg, à environ 50 mètres de profondeur. Il resta immergé pendant plus d'une décennie. En 1957, après avoir été localisé, il fut renfloué lors d'une opération de récupération et transféré au chantier naval Ovalswerk à Kiel, après avoir été initialement échoué près d'Eckernförde. Le sous-marin émergea dans un état de conservation remarquablement bon, malgré le temps passé sous l'eau. Le 10 octobre 1958, Ovalswerk AG obtint le contrat pour son réaménagement. Durant cette phase, le sous-marin reçut le nom provisoire de Wal. Le 1er septembre 1960, il fut officiellement intégré à la Bundesmarine et rebaptisé Wilhelm Bauer, avec la désignation UJ-880, en hommage à l'ingénieur naval allemand qui avait construit le Brandtauscher en 1850. Sous sa nouvelle identité, le Wilhelm Bauer fut utilisé comme sous-marin expérimental. Des modifications structurelles furent réalisées, notamment le remplacement du kiosque, des changements au schnorchel et la suppression d'une partie de l'armement d'origine. À l'intérieur, des améliorations furent introduites afin d'évaluer de nouveaux systèmes de propulsion, des capteurs et les conditions d'habitabilité. Au cours des premières années de service, divers essais techniques furent menés. Beaucoup n'atteignirent pas les résultats escomptés, mais les données recueillies servirent à améliorer la conception des futurs sous-marins de la Bundesmarine, influençant directement plusieurs classes qui entreraient en service à partir des années 1960.
À la fin des années 60, le sous-marin subit une avarie grave lors d'une navigation au Schnorchel, provoquant des dommages internes et accélérant son retrait du service militaire. Il connut ensuite une dernière phase sous contrôle civil comme plateforme d'essai jusqu'à ce que de nouveaux accidents entraînent sa mise hors service définitive au début des années 1980. Le 15 juin 1983, le Wilhelm Bauer fut acquis à des fins de préservation historique. Après son transfert et son adaptation, il fut inauguré comme navire-musée en 1984. Aujourd'hui, il demeure ouvert au public comme l'unique sous-marin de type 20 et inconservé. Témoignage physique d'un design arrivé trop tard pour influencer le cours de la guerre, mais qui survécut pour raconter son histoire. Kugelpanzer, le véhicule sphérique capturé en 1945. Au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, les forces soviétiques avançant en Mandchourie découvrirent un véhicule allemand qui ne ressemblait à rien de connu jusqu'alors. Il s'agissait d'une structure entièrement sphérique, fabriquée en acier, avec 2 grandes roues intégrées au corps même et une petite ouverture frontale. Il n'était répertorié dans aucune liste de production connue et n'apparaissait dans aucun manuel technique allemand. Cet objet fut identifié plus tard comme le Kugelpanzer, un nom décrivant littéralement sa forme. Le véhicule fut capturé en 1945 sur un territoire contrôlé par l'armée impériale japonaise, alliée de l'Allemagne durant le conflit. Après sa récupération, il fut transféré en Union soviétique, où il fut déposé au musée des chars de Kubinka, près de Moscou. Depuis lors, il demeure exposé sans qu'il existe d'explication officielle quant à sa fonction exacte, son unité d'origine ou la raison de son envoi en Asie. Le Kugelpanzer présentait un design compact et fermé. Sa structure était constituée d'une coque en acier d'une épaisseur approximative de 5 mm, suffisante pour protéger l'occupant contre des éclats légers et le feu d'armes légères. À l'intérieur, il n'y avait de place que pour une seule personne, assise en position centrale, avec accès à un système de commande basique et sans présence de système de communication avancé ni de mécanisme complexe. À l'arrière se trouvait une petite roue auxiliaire destinée à maintenir la stabilité lors du déplacement. Le système de propulsion consistait en un moteur de motocyclette installé à l'intérieur de la sphère et relié directement aux roues latérales. La vitesse estimée du véhicule était réduite avec des valeurs proches de 5 à 8 km par heure, ce qui indique qu'il n'était pas conçu pour des mouvements rapides ni pour opérer aux côtés de formations blindées conventionnelles. Aucun système d'armement intégré ni support visible pour des armes externes n'a été conservé. Il n'existe aucun document officiel indiquant où le Kugelpanzer fut fabriqué. En raison de son design et de ses matériaux, on considère qu'il fut produit en Allemagne et envoyé en Asie durant les dernières phases de la guerre, bien qu'aucun registre ne confirme son transfert ou son utilisation concrète en Mandchourie. L'accès se faisait par une étroite trappe frontale. Après son arrivée à Kubinka, le véhicule fut préservé sans modification majeure. Il ne fut ni restauré ni démonté et conserve l'état dans lequel il fut capturé avec des marques visibles d'utilisation et d'usure. BMW R75, la motocyclette militaire abandonnée lors de la retraite. La BMW R75 commença à apparaître sur les fronts de guerre lorsque l'armée allemande avait déjà compris que les motocyclettes civiles ne résistaient pas à une guerre de mouvement constant. À la fin des années 30, la Wehrmacht demanda à BMW une machine capable de se déplacer sur des terrains où les camions s'enlisaient et où les véhicules légers devenaient inutilisables. Le développement débuta en 1938 et la production commença en 1941, à un moment où la guerre exigeait déjà des solutions pratiques plutôt que des conceptions expérimentales. Dès le départ, la R75 fut pensée comme un ensemble complet et non comme une moto à laquelle on ajoutait simplement un sidecar. La troisième roue n'était pas passive, elle était reliée par un arbre à la roue arrière de la motocyclette, ce qui permettait aux deux de pousser simultanément. Ce système incluait un différentiel bloquable et une boîte de vitesse avec des rapports sélectionnables pour la route ou les terrains meubles, ainsi qu'une marche arrière facilitant les manœuvres dans les zones étroites ou boueuses. L'ensemble était conçu pour se déplacer avec stabilité sur la neige, la boue ou les pistes non asphaltées, précisément les endroits où de nombreuses unités finirent abandonnées des années plus tard.
Le moteur choisi était un Boxer bicylindre de 750 cm3, refroidi par air, développant 26 chevaux. Ce n'était pas une puissance spectaculaire, mais elle suffisait pour déplacer l'ensemble avec sidecar jusqu'à environ 95 km/h sur route et maintenir un rythme constant hors de l'asphalte. Le réservoir permettait de parcourir près de 250 km avant de ravitailler, une autonomie importante dans des zones où l'approvisionnement commençait à faire défaut. Ces caractéristiques firent que la R-75 fut utilisée pour des missions de liaison, des patrouilles, le transport de ravitaillement et la reconnaissance, aussi bien sur le front de l'Est qu'en Afrique du Nord. Le sidecar n'était pas seulement un siège supplémentaire. Il disposait de son propre frein et d'un espace pour l'équipement, les outils et les pièces de rechange. Et dans de nombreuses unités, une mitrailleuse MG-34 ou MG-42 fut montée sur un support pivotant. Avec le conducteur et le passager, la R-75 pouvait transporter jusqu'à 270 kg supplémentaires, ce qui en faisait un véhicule léger doté d'une fonction tactique claire. Dans certaines campagnes, des modifications furent introduites, comme des filtres à air supplémentaires pour le désert ou des supports externes pour des jerrycans et des skis, selon la destination de l'unité. Pendant la guerre, la BMW R-75 partagea la vedette avec sa principale rivale, la Zundap KS-750. Les deux furent évalués par la Wehrmacht et, à l'issue des essais, il fut considéré que la Zundap offrait des performances supérieures. En août 1942, l'armée lança un programme de standardisation entre les deux marques. BMW et Zundap acceptèrent de partager jusqu'à 70% des composants et d'évoluer vers un modèle hybride connu sous le nom de BW43, combinant des éléments des deux motocyclettes. Le plan prévoyait d'arrêter la production de la R-75 après environ 20 200 unités, mais cet objectif ne fut jamais pleinement atteint. La production se poursuivit jusqu'en 1944 et atteignit environ 16 500 unités. Après la guerre, certaines furent assemblées par les soviétiques, tandis que beaucoup d'autres restèrent abandonnées dans des forêts, sur des chemins secondaires et dans des zones de retraite, aux côtés de sacoches, d'outils et de restes d'équipements personnels. Des décennies plus tard, ces découvertes continuent d'apparaître. Certaines conservent des marquages visibles sous la mousse et d'autres gardent encore leur sidecar attaché. Ce sont les vestiges de véhicules qui se sont arrêtés et sont restés en arrière lorsque la retraite avançait plus vite que ceux qui les conduisaient. Heinkel HE-115, hydravion allemand pour opérations maritimes. Au milieu des années 1930, la marine de guerre allemande misa sur les hydravions comme outil clé pour opérer loin des aérodromes et des pistes conventionnelles. C'est dans ce contexte qu'apparut le Heinkel HE-115, un avion bimoteur conçu pour décoller et amérir sur l'eau, destiné à des missions de reconnaissance maritime, de pose de mines et d'attaque de navires ennemis. Le projet fut développé par la société Heinkel et le premier vol du modèle eut lieu en 1936. Le HE-115 présentait un fuselage allongé avec une cabine vitrée et deux grands flotteurs lui permettant d'opérer depuis des fjords, des estuaires et des zones côtières. Il était propulsé par deux moteurs radio BMW 132K à 9 cylindres, lui conférant une vitesse maximale proche de 327 km/h et une autonomie d'environ 3300 km, des chiffres qui le rendaient apte à des missions prolongées en mer. L'équipage habituel était de 3 hommes, bien que certaines versions ultérieures aient intégré un 4e occupant. Bien qu'il ait été conçu initialement comme un appareil auxiliaire, le HE-115 fut rapidement adapté à des missions offensives. Il pouvait emporter des bombes, des torpilles ou des mines magnétiques, tout en disposant de mitrailleuses défensives pour se protéger durant les opérations. Cette polyvalence en fit un outil courant de la Luftwaffe dans des scénarios où le contrôle de la mer était décisif. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, les Heinkel HE-115 commencèrent à opérer de manière régulière. Dans les premiers mois du conflit, ils effectuèrent des vols nocturnes au-dessus de l'estuaire de la Tamise, où ils déposèrent des mines qui provoquèrent le naufrage de plusieurs cargos britanniques. En août 1940, l'un de ces hydravions localisa et attaqua le cargo néo-zélandais SS Remuera, au large des côtes écossaises, le coulant après un bombardement précis.
À partir de 1941, les HE-115 concentrèrent une grande partie de leurs opérations en Europe du Nord. Depuis des bases en Norvège, ces hydravions harcelèrent les convois alliés naviguant sur la mer de Barents à destination du port soviétique de Mourmansk. D'autres unités opérèrent depuis Brest, surveillant le littoral atlantique français. Dans ces théâtres, l'avion fut employé aussi bien pour la reconnaissance que pour des attaques directes contre la navigation ennemie. Le Heinkel E-115 ne fut pas exclusif à l'Allemagne. La Finlande utilisa plusieurs exemplaires comme hydravions de transport rapide dans la région de Carélie, tandis que la Bulgarie les employa pour des missions de reconnaissance en mer Égée et dans les Balkans. Même certains pays alliés et neutres exploitèrent ce modèle après l'avoir capturé ou acquis, comme la Norvège, la Grande-Bretagne et la Suède, qui l'utilisa pour des missions de sauvetage en mer Baltique jusqu'à son retrait définitif en 1952. 138 unités du Heinkel E-115 furent produites. Plusieurs exemplaires furent perdus au combat ou coulés pour éviter leur capture. L'un d'eux resta au fond d'un fjord norvégien pendant près de 70 ans. Il fut localisé en 2005 et renfloué le 2 juin 2012, devenant le seul Heinkel E-115 récupéré complet. L'avion avait d'abord servi dans la marine norvégienne avant d'être réutilisé par l'Allemagne jusqu'à sa perte en 1942. Panzer II L Lux, le char léger utilisé uniquement pour la reconnaissance, le Panzer II Ausf. L Lux apparut à un moment où le rôle des chars légers était déjà en crise. En 1942, l'armée allemande avait constaté que les premiers modèles du Panzer II ne pouvaient plus affronter directement les chars alliés. Leur blindage était insuffisant et leur armement dépassé. Cependant, la reconnaissance restait un besoin critique. Les divisions Panzer avaient besoin de véhicules capables de se déplacer rapidement, d'observer l'ennemi, de transmettre des informations et de se retirer avant d'entrer en combat. Le Lux naquit pour remplir cette fonction spécifique et non pour gagner des batailles. Le développement débuta en avril 1939 sous la désignation expérimentale VK-1303. MAN fut responsable de la superstructure, tandis que Daimler-Benz conçut le châssis. Le projet s'appuyait sur des prototypes antérieurs, le VK-901 et le VK-1301, mais le nouveau véhicule devait être plus grand, plus stable et doté d'une meilleure mobilité. Le résultat fut un char léger de reconnaissance à silhouette basse, avec des chenilles larges et des roues imbriquées, une solution typique de l'ingénierie allemande destinée à mieux répartir le poids sur les terrains meubles. Le premier prototype opérationnel fut prêt en avril 1942. Un ambitieux programme initial prévoyait 800 unités, mais la réalité de la guerre réduisit considérablement ce chiffre. La production commença finalement en septembre 1943 et s'acheva en janvier 1944, avec seulement 100 unités fabriquées, auxquelles s'ajouta la conversion de 4 châssis supplémentaires. Tous les Lux de série furent équipés du canon automatique de 20 mm KWK-38, le projet d'installer un canon de 50 mm KWK-39 dans une tourelle plus grande ayant été annulé avant la mise en production. Le Lux pesait environ 13 tonnes et était servi par 4 hommes, une différence notable par rapport au Panzer II antérieur. Le commandant n'avait plus à charger et tirer l'arme principale simultanément, ce qui améliorait la coordination lors des missions de reconnaissance. Le moteur Maybach HL62TRM lui permettait d'atteindre une vitesse maximale proche de 60 km/h et de parcourir jusqu'à 290 km sans ravitaillement. Des performances élevées pour un véhicule à chenilles de son époque. Le blindage du Lux restait limité, avec un maximum de 30 mm à l'avant. Sa survie dépendait de sa mobilité et de l'évitement du combat direct. Les unités de reconnaissance l'employèrent sur les fronts oriental et occidental. En Normandie, certains servirent au sein de la 9e division Panzer, qui disposait de 26 véhicules opérationnels en juillet 1944. Après la retraite de France, l'unité se rendit dans la Ruhr en 1945, lorsque de nombreux Lux avaient déjà été perdus à cause de panne, du manque de pièces de rechange ou de l'impossibilité de les récupérer. Le Panzer II Ausf, elle, resta ainsi étroitement liée à la reconnaissance blindée comme fonction principale.
Messerschmitt. Me 262, le chasseur du futur utilisé en retraite, le Messerschmitt. Me 262 apparut dans le ciel européen alors que l'issue de la Seconde Guerre mondiale était déjà scellée. Bien que son développement ait commencé dans les années 1930 sous la direction de Willy Messerschmitt, son entrée en service opérationnel n'eut lieu qu'en 1944, dans un contexte marqué par des bombardements constants, une pénurie de carburant et une retraite généralisée des forces allemandes. Le ME 262 fut le premier chasseur à réaction utilisé au combat. Son apparition marqua une rupture évidente dans l'aviation militaire, mais trop tard pour modifier le résultat du conflit. Les unités qui en furent dotées opérèrent depuis des aérodromes dispersés, des routes aménagées et des pistes improvisées en raison de la destruction des bases aériennes. Dans ce contexte, de nombreux appareils restèrent incomplets, endommagés ou inutilisables avant même d'entrer en action. En 1945, face à l'avancée alliée, les ordres furent de détruire ou d'enterrer les avions qui ne pouvaient pas se replier. Sur de nombreux aérodromes du sud et du centre de l'Allemagne, les Me 262 furent démontés, incendiés ou recouverts de terre et de débris. Des moteurs, des sections de fuselage et des cockpits furent dissimulés à la hâte autour des pistes tandis que les unités se retiraient. Avec le temps, des fouilles menées à proximité d'anciens aérodromes mirent au jour des aubes de compresseurs, des sections de moteurs Jumo 004, des fragments de fuselage et des éléments de cabine. Dans de nombreux cas, ces pièces apparaissaient déformées ou corrodées, témoignant de la destruction délibérée subie en 1945. Les moteurs furent parmi les éléments les plus fréquemment retrouvés. Fabriqués avec des matériaux limités, ils avaient une durée de vie courte et étaient souvent retirés avant que l'avion n'entre en service, ce qui explique pourquoi de nombreux Jumo 004 furent stockés ou enterrés séparément. Des décennies plus tard, ces vestiges permirent de reconstituer le passage décisif vers la propulsion à réaction. Certains fragments récupérés furent transférés dans des musées et des collections techniques sans restauration. D'autres demeurent encore enfouis sous terre, sur d'anciennes pistes et des aérodromes improvisés. Le Me 262 cessa d'exister comme force opérationnelle durant la retraite allemande. Il n'en resta pas d'unité complète, mais des restes dispersés à partir desquels son histoire est aujourd'hui reconstruite. Borgward 4, le véhicule explosif télécommandé par radio. Le Borgward 4, officiellement désigné SDKFZ 301, était un véhicule allemand commandé par radio utilisé par la Wehrmacht pour des missions de démolition pendant la Seconde Guerre mondiale. Son développement commença avant le conflit, lorsque l'armée allemande demanda un véhicule à chenilles capable de transporter de lourdes charges en première ligne sans exposer directement l'équipage. Le projet fut confié à l'entreprise Borgward, basée à Brême, qui livra les premiers prototypes à la fin des années 30. Lors de ses premiers essais, le véhicule fut conçu comme un transporteur de munitions. Mais à partir de 1940, le concept évolua. Les expériences sur le front occidental montrèrent l'utilité d'employer des véhicules télécommandés pour détruire des fortifications, des champs de mines et des obstacles sans risquer la vie des sapeurs. À partir de ce moment, le Borgward 4 fut adapté pour transporter un conteneur amovible contenant une charge explosive pouvant atteindre 450 kg qui pouvait être larguée et déclenchée une fois l'objectif atteint. Le véhicule pouvait être conduit manuellement par un opérateur jusqu'à une zone sûre proche du front. À partir de là, le contrôle s'effectuait par radio depuis un char de commandement, généralement un Panzer III, un Sturmgeschütz III ou, dans des phases ultérieures, un Tiger, un équipé du système de contrôle correspondant. La portée de commande atteignait environ 1500 à 2000 mètres, selon le terrain et les conditions d'interférence. La charge explosive était transportée dans un conteneur situé à l'avant. Par un signal radio, le conteneur était libéré, glissant vers l'avant et pouvait être déclenché à distance. Ce système permettait au châssis de survivre à l'explosion et, en théorie, d'être récupéré et réutilisé, ce qui le distinguait d'autres véhicules de démolition plus petits employés par l'Allemagne à la même époque. Le Borgward 4 utilisait un moteur à essence Borgward à 6 cylindres refroidi par eau. Dans les premières versions, le moteur développait environ 49 chevaux, tandis que la version finale atteignait 78 chevaux. Sa vitesse maximale se situait autour de 38 à 40 km/h sur route,
avec une autonomie approximative pouvant atteindre 150 km à vitesse moyenne. Le système de transmission comprenait un convertisseur de couple et une boîte de vitesse automatique avec 2 rapports en marche avant et 2 en marche arrière, ce qui facilitait sa conduite par télécommande. Entre 1942 et 1944, environ 1180 unités furent produites en 3 variantes. Le Borgward 4 fut engagé au combat à partir de 1942, avec une utilisation notable à Koursk, puis plus tard en Normandie et lors de l'insurrection de Varsovie. En 1945, certains châssis furent adaptés de manière improvisée comme Panzerjäger Wanze et utilisés de façon limitée à Berlin. Après la guerre, la majorité fut détruite ou ferraillée. Seuls quelques exemplaires sont aujourd'hui conservés dans des musées militaires en tant que témoignage précoce de l'emploi de véhicules terrestres télécommandés. Volkswagen, Schwimmwagen, type Cent 66, terre et eau dans un seul design. Le Volkswagen Schwimmwagen, type 166, fut conçu dès l'origine comme un véhicule amphibie militaire et non comme une adaptation improvisée d'un modèle terrestre. La raison tenait à sa forme. Contrairement à d'autres véhicules légers, le Schwimmwagen ne possédait pas de châssis conventionnel. Sa carrosserie était une coque en acier étanche, conçue pour flotter dès les premiers croquis. Le responsable de cette décision fut Erwin Komenda, designer travaillant avec Ferdinand Porsche, qui comprit qu'un véhicule amphibie ne pouvait pas être adapté à partir d'une structure pensée uniquement pour la Terre. La première tentative, connue sous le nom de Type 128, montra rapidement ses limites. Elle était trop longue et trop fragile pour résister à un usage continu hors de l'asphalte. Après les essais initiaux, le design fut réduit, renforcé et transformé en Type 166 qui entra en production en 1941. La fabrication fut répartie entre plusieurs installations. Les usines de KDF Stadt, aujourd'hui Wolfsburg, et l'usine Porsche de Stuttgart assemblèrent les véhicules, tandis que les coques métalliques étaient produites à Berlin. Entre 1941 et 1944, 15 584 unités sortirent des chaînes de montage, un chiffre qui fit du Schwimmwagen le véhicule amphibie le plus produit de toute la guerre. Cette quantité explique pourquoi des exemplaires apparaissent encore aujourd'hui, alors que la plupart des véhicules similaires ont disparu depuis des décennies. À la fin de la guerre, de nombreux Schwimmwagen restèrent là où ils avaient été utilisés pour la dernière fois. Certains coulèrent dans des rivières ou des terrains inondés, d'autres demeurèrent abandonnés dans des fossés. La coque étanche ralentit leur détérioration et permit à plusieurs de conserver leur forme d'origine pendant des décennies. Après 1945, certains furent réutilisés à des fins civiles et d'autres restèrent oubliés jusqu'à leur redécouverte. Aujourd'hui, moins de 200 exemplaires survivent dans le monde entier et seule une petite partie l'a fait sans restauration profonde. Le Schwimmwagen Type 166 réapparut comme un véhicule complet, dans certains cas encore capable de flotter après des décennies d'abandon. Focke-Wulf FW 190, chute silencieuse au large de la Norvège. À l'été 1943, un Focke-Wulf FW 190 de la Luftwaffe acheva son parcours loin de toute piste d'atterrissage. L'avion tomba dans les eaux froides au large de la côte de Sotra, en Norvège, après une mission dont il ne revint jamais à sa base. Il y resta englouti tandis que la guerre se poursuivait et que le front se déplaçait sans se retourner. Le FW 190 était entré en service en 1941, conçu par Kurt Tank pour l'entreprise Focke-Wulf Flugzeugbau. Au moment de sa perte, il était déjà l'un des principaux chasseurs utilisés par l'Allemagne, présent sur presque tous les fronts. Contrairement à d'autres appareils qui s'écrasèrent à terre ou furent démontés après des atterrissages forcés, cet avion fut conservé par l'environnement même dans lequel il tomba. Pendant des décennies, il demeura sous l'eau, protégé par les basses températures et la faible présence d'oxygène du fjord. Cet environnement freina la détérioration du métal, de la peinture et des composants internes. Avec le temps, l'avion se couvrit d'algues et de sédiments, mais sa silhouette resta reconnaissable, avec le fuselage reposant sur le fond et les ailes encore fixées à la structure principale. La découverte eut lieu de nombreuses années plus tard, lorsque des plongeurs norvégiens localisèrent les restes d'un avion allemand relativement intact dans la zone.
En l'examinant, ils identifièrent des caractéristiques propres au FW-190, comme la forme compacte du fuselage et le moteur radial caractéristique situé à l'avant. La cabine, bien couverte à l'eau, conservait des éléments d'origine, y compris des instruments et des parties du tableau de bord. L'avion avait améri de manière contrôlée avant de couler. Il ne présentait aucun signe d'explosion ni d'impact catastrophique visible, ce qui suggère que le pilote conserva un certain contrôle durant les derniers instants du vol. Aucun reste humain ne fut trouvé sur place et il n'existe pas de traces documentaires concernant le sort final du pilote. Lorsque les travaux de récupération commencèrent, l'état de conservation surprit même les spécialistes. Le moteur radial conservait sa structure complète et des éléments du train d'atterrissage, de l'armement intégré et des systèmes internes étaient toujours en position d'origine. La peinture extérieure montrait encore des fragments des couleurs utilisées par la Luftwaffe, protégées pendant des années par les sédiments. L'extraction fut réalisée avec soin afin d'éviter des dommages structurels. L'avion fut lentement hissé et transporté à terre où commença un processus de stabilisation. L'objectif ne fut pas de le remettre en état de vol, mais de préserver les composants d'origine tels qu'ils étaient restés depuis 1943. Une fois sorti de l'eau, le FW-190 fut documenté avant toute intervention. Le fuselage, le moteur, la cabine et les ailes conservaient l'état dans lequel ils avaient achevé leur service. L'appareil récupéré au large de Sotra entra dans des études historiques et des expositions consacrées à l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il peut être observé presque tel qu'il était à la fin de son dernier vol. Kettenkrad, créé pour atterrir avec des parachutistes. Le SDKFZ de Kettenkrad ne fut pas conçu pour patrouiller sur les routes ni pour impressionner par sa forme. Son origine fut marquée par un problème très concret apparu à la fin de 1938 au sein de la Luftwaffe. Les nouvelles unités de parachutistes allemands, les Fallschirmjäger, pouvaient être larguées rapidement depuis les airs. Mais une fois au sol, elles se retrouvaient limitées. Leurs pièces d'artillerie légères, canons anti-chars et armes anti-aériennes dépendaient encore de chevaux, de mules ou de l'effort physique des soldats pour se déplacer. Cela annulait l'avantage principal des troupes aéroportées, la vitesse. L'exigence était presque contradictoire. Il fallait un véhicule suffisamment puissant pour tracter des pièces allant jusqu'à 750 kg, mais aussi assez petit pour entrer dans le fuselage d'un Junkers Ju-52. De plus, il ne pouvait pas être largué en parachute, car le poids maximal autorisé avoisinait les 800 kg. La demande fut transmise par l'intermédiaire du Waffenprüfamt 6 et conçue par l'ingénieur Heinrich Ernst Knipkamp, qui enregistra le projet en juin 1939 sous la désignation HK-101. La solution rompait avec toute logique habituelle. Au lieu d'un tracteur conventionnel, le Kettenkrad combinait un train de chenilles arrière avec une unique roue avant semblable à celle d'une motocyclette. Ce n'était pas une moto, malgré un nom trompeur. C'était un semi-chenillé à part entière, mais réduit au strict minimum indispensable. Cette roue frontale n'était pas décorative. Elle permettait de réduire la longueur totale du véhicule et facilitait le franchissement de fossés, de tranchées et de pentes abruptes. Elle pouvait même être démontée pour le transport aérien ou pour traverser des terrains particulièrement difficiles. La production fut confiée à NSU Motorenwerke AG à Neckarsulm, qui commença à fabriquer les premières unités en 1941. Plus tard, Stauerwerk AG de Stettin se joignit à la production sous licence, apportant environ 10% du total. Au total, près de 8800 Kettenkrad furent construits durant la guerre. Le moteur provenait de l'Opel Olympia, un 4 cylindres de 1478 cm3 refroidi par eau développant 36 chevaux. Cela lui permettait d'atteindre environ 70 km/h sur route et de parcourir jusqu'à 250 km avec ses réservoirs pleins. Son baptême du feu eut lieu lors de l'invasion de la Crète en mai 1941. Il devint alors évident que le véhicule remplissait sa fonction initiale, mais qu'il pouvait aussi servir à bien d'autres usages. Sur le front de l'Est, il fut utilisé comme tracteur d'artillerie légère, transport d'infanterie, véhicules sanitaires, engins de reconnaissance et poseurs de câbles. En Afrique du Nord, il opéra avec l'Afrika Korps, et dans les zones montagneuses, il fut employé par les unités Gebirgsjäger.
là où d'autres véhicules ne pouvaient tout simplement pas avancer. Vers la fin de la guerre, le Kettenkrad fut utilisé comme tracteur d'avion à réaction, remorquant des appareils comme le Me-262 et l'Arado AR-234 depuis les hangars jusqu'aux pistes afin d'économiser le carburant. Après 1945, la production se poursuivit pour un usage civil et de nombreux exemplaires furent affectés à des tâches agricoles, forestières et de service. Certains restèrent en fonctionnement pendant des décennies, prolongeant leur utilisation bien au-delà du conflit. Linsen, attaque nocturne sans retour. Les Linsen étaient de petites vedettes explosives allemandes, conçues pour des attaques côtières contrôlées par radio. Le nom Linz faisait référence à leur dimension réduite. Leur conception était volontairement simple. Des embarcations en bois, légères, dotées d'une charge explosive placée à l'avant et d'un moteur automobile à l'arrière. Le pilote occupait une position ouverte, sans protection, assis entre l'explosif et le moteur. Elles n'étaient pas conçues pour revenir intactes après la mission. Le concept opérationnel des Linsen reposait sur le travail en groupe. Elles opéraient généralement par trois. 2 des embarcations transportaient la charge explosive, tandis qu'une troisième, appelée bateau de contrôle, avait pour fonction de les diriger par radio une fois que les pilotes s'étaient jetés à l'eau. L'attaque commençait par une approche nocturne à basse vitesse. Lorsque l'objectif était aligné, le pilote de la vedette explosive fixait le cap, sautait à la mer et était récupéré par l'embarcation de contrôle. Depuis celle-ci, la vedette chargée d'explosifs était guidée jusqu'à percuter le navire ennemi. Les Linsen commencèrent à entrer en service en 1944, à un moment où la situation militaire allemande était déjà défavorable. Elles furent intégrées à des unités spéciales de la Kriegsmarine destinées aux opérations côtières, en particulier en mer Adriatique, dans la Baltique et dans certaines zones de la Méditerranée. Leur emploi exigeait des conditions très spécifiques, une bonne visibilité nocturne, une mer relativement calme et des objectifs faiblement protégés. En pratique, les résultats furent limités. Les embarcations présentaient des problèmes de stabilité, étaient difficiles à manœuvrer par mer agitée et les systèmes de contrôle radio étaient vulnérables aux interférences et aux défaillances. Lors de plusieurs attaques documentées, elles perdirent leur cap, explosèrent prématurément ou n'atteignirent pas leur objectif. Les Linsen furent utilisés lors d'actions réelles et, dans certains cas, endommagèrent de petites embarcations, mais elles ne parvinrent pas à provoquer des destructions majeures ni à modifier l'équilibre naval. Les pertes humaines parmi les opérateurs furent élevées. En 1945, beaucoup furent abandonnés dans des ports, sur des plages et dans des bases improvisées, ou sabordés afin d'éviter leur capture. Après la guerre, il ne resta que des vestiges dispersés dans les zones côtières et des références documentaires dans les anciennes zones d'opération. Panzerhaus G, un char de combat caché dans un sous-sol. En juillet 2015, les autorités allemandes ont confirmé la découverte d'un char Panzerhaus G dissimulé pendant des décennies dans le sous-sol d'une habitation privée située près de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. La découverte a eu lieu au cours d'une enquête judiciaire liée à la possession de matériel militaire historique. Le véhicule était entièrement intégré à la structure souterraine de la propriété et était resté inconnu du public depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le char identifié correspondait au Panzerkampfwagen 5 Panther, désigné officiellement SDKFZ 171, un char allemand développé à partir de 1942 et produit en grande quantité entre 1943 et 1945. L'exemplaire localisé appartenait à la variante Ausf. G, la dernière version produite du Panther et la plus répandue pendant la guerre. Malgré les décennies écoulées, la caisse, le système de roulement et plusieurs pièces principales conservaient un état remarquable. Le Panther fut conçu sous la direction de l'entreprise Maen, avec une production supplémentaire de Daimler-Benz et Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover. Son développement fut directement influencé par les combats sur le front de l'Est, où les chars soviétiques T-34 démontrèrent un net avantage par rapport aux modèles allemands précédents. Pour répondre à cette menace, le Panther incorpora un blindage frontal incliné et un canon de haute puissance, faisant de lui l'un des chars les plus redoutés du conflit. Il était propulsé par un moteur Maybach très puissant,
capable de déplacer ses plus de 40 tonnes à des vitesses élevées pour un véhicule de sa taille. Selon les rapports judiciaires, le Panther fut stocké après la guerre par un particulier avec d'autres objets militaires historiques, notamment des pièces d'artillerie et des armes lourdes démilitarisées. Pendant des décennies, le char resta sous terre, protégé des intempéries et sans exposition directe aux éléments. Son extraction nécessita une opération spécialisée en raison de sa masse et de la nécessité d'éviter tout dommage structurel à l'habitation. L'opération mobilisa des équipes techniques et du personnel de la Bundeswehr. Les autorités déterminèrent que le véhicule restait soumis à la législation allemande sur le matériel militaire. En 2021, un tribunal de Kiel ordonna son transfert à une institution autorisée, fixant un délai légal pour sa vente. Le char n'était pas lié à un champ de bataille ni à une unité spécifique, mais à la gestion privée de restes militaires après la guerre. Il demeura caché pendant des décennies dans un environnement résidentiel. Aujourd'hui, le Panther rejoint le petit nombre d'exemplaires conservés dans des institutions spécialisées, dans un état marqué par son stockage prolongé sous une habitation civile. Dornière, d'O-17, retrouvé intact sous les eaux anglaises. Le Dornier d'O-17 fut l'un des bombardiers les plus utilisés par la Luftwaffe dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Conçu par Claude Dornier pour la société Dornier Flugzeugwerke, il effectua son premier vol le 23 novembre 1934 et entra en service opérationnel en 1937. Dès le départ, sa structure extrêmement étroite attira l'attention, au point de lui valoir le surnom de « crayon volant », référence directe à sa forme longue et fine. Le projet initial n'était pas conçu comme un avion de combat. Le Do-17 fut initialement pensé comme un appareil civil rapide pour le transport postal et de passagers, mais les évaluations montrèrent que son intérieur était trop étroit pour cet usage. Néanmoins, sa structure offrait suffisamment d'espace pour une soute à bombe, caractéristique qui détermina sa conversion en bombardier léger à grande vitesse, soutenu par le ministère de l'Air allemand au milieu des années 1930. Le Dornier Do-17 était bimoteur, à aile semi-haute et à double queue, propulsé par des moteurs radio BM 132 à 9 cylindres. Dans ses versions opérationnelles, il atteignait des vitesses proches de 400 km/h, un chiffre élevé pour l'époque. L'équipage habituel comptait 3 hommes, répartis dans un cockpit vitré offrant une bonne visibilité pour les missions d'attaque et de reconnaissance. Son baptême du feu eut lieu pendant la guerre civile espagnole, utilisée par la Légion Condor à partir de 1937. Il y démontra sa vitesse et sa maniabilité à basse altitude. Mais sa vulnérabilité face aux chasseurs modernes apparut également, limite qui accompagna le modèle tout au long de sa carrière. Au début de la guerre en 1939, le Do-17 servit de bombardier de première ligne. Il participa aux campagnes en Pologne, en France, en Norvège et lors de la bataille d'Angleterre, attaquant infrastructures, aérodromes et concentrations de troupes. À mesure que le conflit avançait, sa charge limitée et son autonomie relativement courte le reléguèrent face à des modèles plus modernes. La production se termina à l'été 1940 lorsqu'il fut progressivement remplacé par le Junkers Ju-88 et le Dornier Do-217 ultérieur. Néanmoins, le Do-17 continua à servir jusqu'à la fin de la guerre dans des fonctions secondaires telles que reconnaissance, remorquage de planeurs, entraînement et missions spéciales. En tout, environ 2100 exemplaires furent construits, beaucoup exportés ou utilisés par des pays alliés de l'Allemagne. Après le conflit, presque tous les Do-17 disparurent. Ils furent ferraillés, perdus dans des accidents ou abandonnés sur d'anciens aérodromes et zones de combat. Pendant des décennies, on crut qu'aucun exemplaire complet ne subsistait, jusqu'à ce que, dans les sables de Goodwin, au large des côtes anglaises, un sonar détecte la silhouette d'un avion immergé. En 2013, le musée de la Royal Air Force récupéra le seul Dornier Do-17 connu dans un état pratiquement complet. L'avion était tombé à la mer en 1940 et était resté plus de 70 ans sous l'eau. Le sable et les eaux froides préservèrent sa structure, bien que très fragile au moment de l'extraction. Le sauvetage nécessita un long processus pour éliminer le sel et ralentir la corrosion. Aujourd'hui, le Do-17 reste un exemplaire authentique,
récupéré après des décennies d'immersion et conservé comme objet historique. Berge Panther, le véhicule qui retirait les chars du champ de bataille. Le Berge Panther était un véhicule blindé de récupération allemand développé pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du Panzerkampfwagen 5 Panther. Sa désignation officielle était Berger Panzerwagen Panther, également identifié comme SDKFZ 179. Il entra en service en 1943 et resta actif jusqu'à la fin du conflit en 1945. Son développement répondait à un besoin précis. Les moyens de récupération existants, comme les semi-chenillés SDKFZ9, n'étaient pas capables de remorquer de manière fiable des chars moyens et lourds tels que le Panther ou le Tiger, et il n'était pas permis d'utiliser d'autres chars opérationnels pour cette tâche en raison du risque de perdre les deux véhicules. En 1943, il fut décidé de créer un blindé spécifique pour la récupération lourde avec l'entreprise MAN à la tête du projet. Le premier Berge Panther fut construit sur un châssis de Panther Ausf, D auquel on retira la tourelle. La production ultérieure fut assurée par MAN, Henschel, Daimler-Benz et Demag. Le design conserva la base du Panther, incorporant des modifications mineures et certains changements introduits dans le Panther Ausf. G vers la fin de 1944. L'équipage habituel comprenait au moins 3 hommes. Dans la partie supérieure du châssis, une structure en bois et métal fut installée pour accueillir un treuil longitudinal capable de soulever 40 tonnes. À l'arrière, une plateforme stabilisatrice permettait de fixer le véhicule au sol lors des opérations de remorquage, en plus d'un palan capable de lever des charges allant jusqu'à 1,5 tonnes. Le blindage frontal incliné offrait une protection suffisante pour opérer même sous le feu ennemi. Le Berge Panther pouvait récupérer sans difficulté des chars Tiger et différentes variantes du Panther, une capacité reconnue dans des rapports britanniques rédigés après la guerre, où sa fiabilité en conditions de combat fut soulignée. L'armement consistait en une mitrailleuse montable selon les besoins de l'équipage sur l'un des supports latéraux du châssis. Dans les versions précoces, un canon automatique de 2 cm calibre K30 fut également employé, remplacé à partir de 1944 par une mitrailleuse MG34. Le véhicule pesait environ 43 tonnes et était propulsé par un moteur Maybach HL 230 P30 à 12 cylindres développant 690 chevaux. Il atteignait une vitesse maximale proche de 55 km/h et disposait d'une autonomie allant jusqu'à 320 km sur route. Entre 1943 et 1945, environ 339 Berge Panther furent fabriqués. Après la guerre, plusieurs furent abandonnés lors de la retraite allemande en Pologne, notamment dans la région de la rivière Pilika, où de nombreux véhicules de la 19e division Panzer furent laissés en 1945. Beaucoup furent ensuite retirés ou disparurent lors de travaux d'infrastructure, tandis que d'autres restes furent submergés avec la création de réservoirs. Des années plus tard, des opérations de recherche permirent de localiser certains de ces véhicules sous l'eau. L'un d'eux fut identifié comme un Berge Panther et transféré au musée de l'armée polonaise à Varsovie. Goliath SDKF Z302, le véhicule explosif guidé par câble. Le Goliath SDKF Z302 fut l'un des véhicules les plus singuliers utilisés par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Son développement débuta en 1942, lorsque l'Office de l'armement de la Wehrmacht confia à l'entreprise Borgward la création d'un petit véhicule capable de transporter une charge explosive jusqu'à une cible ennemie sans exposer directement un soldat. Le concept se fondait sur un prototype français conçu par Adolphe Kegress, découvert après l'occupation de la France. À partir de ce modèle, Borgward développa un véhicule de dimension réduite, enregistré officiellement comme Sonderkraftfahrzeug 302 et connu sous le nom de Leichter Ladungsträger Goliath, destiné à avancer jusqu'à un objectif et à faire exploser une charge par commande à distance. Le Goliath mesurait environ 1,5 m de long et pesait près de 370 kg avec la charge incluse. Le blindage était minimal, limité à la protection des mécanismes internes. Il transportait une charge explosive de 60 kg, suffisante pour endommager des fortifications, des véhicules blindés ou des structures défensives.
Il se déplaçait sur des chenilles entraînées par 2 moteurs électriques alimentés par des batteries, atteignant une vitesse proche de 10 km par heure. Son autonomie était limitée, avec des parcours pouvant aller jusqu'à 1,5 km sur route. Le contrôle s'effectuait au moyen d'un boîtier de commande relié au véhicule par 2 câbles enroulés à l'arrière, d'une longueur maximale de 650 mètres. Par leur intermédiaire, l'opérateur dirigeait le déplacement et déclenchait la détonation. Après l'explosion, le véhicule était détruit. Le Goliath commença à être employé au combat à partir de janvier 1942, principalement par des unités du génie et des formations Panzer du Heer. Il fut utilisé dans des théâtres comme Anzio, la Normandie et l'insurrection de Varsovie de 1944. Son efficacité dépendait du fait que les câbles ne soient pas endommagés et que le véhicule parvienne à s'approcher de la cible sans être détecté. Les limitations apparurent rapidement. La vulnérabilité des câbles, la faible vitesse, le blindage minimal et le coût élevé d'un système à usage unique réduisirent son efficacité. Ces difficultés encouragèrent le développement du SDD-KFZ-303 à moteur à essence. Entre 1943 et 1944, environ 7564 unités du Goliath furent fabriquées. Après la guerre, beaucoup furent abandonnés ou rendus inutilisables. Le SDKF-Z302 resta enregistré comme l'une des premières tentatives systématiques d'emploi de véhicules terrestres contrôlés à distance en combat. Bachemba 349 Natter, l'intercepteur le plus extrême. Le Bachemba 349 Natter fut un intercepteur expérimental allemand propulsé par fusée et conçu pour décoller à la verticale. Le projet est né à partir d'un appel du ministère de l'Air allemand adressé à plusieurs entreprises, dont Heinkel, Junkers, Messerschmitt et Bachemwerk GmbH. La proposition de Bachem fut la plus extrême. Le Natter était conçu pour attaquer directement les formations de bombardiers après un lancement vertical depuis le sol. La conception fut dirigée par Erich Bachem avec l'ingénieur H. Bedbeder et l'appareil fut pensé dès le départ comme simple, réalisable avec une main-d'œuvre non spécialisée et avec le moins de pièces complexes possible. Le Natter possédait une structure de base avec des ailes très courtes et sans ailerons. Le contrôle latéral se faisait en utilisant de manière différentielle les gouvernes de profondeur. Le fuselage comprenait une petite cabine et un moteur fusée Walter 109-509-2, capable de générer jusqu'à 1700 kg de poussée pendant environ 70 secondes à pleine puissance. Pour le décollage vertical, 4 fusées Schmieding à carburant solide étaient ajoutées, chacune avec une poussée d'environ 1200 kg pendant 10 secondes et se détachaient une fois épuisées. Les premiers exemplaires furent prêts en octobre 1944. Initialement, des essais sans moteur furent réalisés, le Natter étant remorqué par un Heinkel HE-111 pour évaluer son comportement en planée. En décembre de la même année, les lancements sans pilote utilisant uniquement les fusées d'accélération commencèrent. Le premier vol vertical complet sans pilote eut lieu le 23 février 1945. Quelques jours plus tard, le premier lancement vertical habité fut tenté. Le pilote d'essai Lothar Sieber décolla correctement, mais lors de l'ascension, le couvercle de la cabine se détacha. L'appareil perdit le contrôle et s'écrasa depuis une hauteur d'un peu plus de 1000 mètres, causant la mort du pilote. Cet accident marqua la limite pratique du programme. Le concept opérationnel du Natter était direct. Le décollage se faisait en pilote automatique et le contrôle manuel commençait lorsque l'appareil atteignait l'altitude des bombardiers ennemis. L'attaque se réalisait en libérant le nez, qui contenait une batterie de 24 fusées Fun de 73 mm. Après le tir, le pilote quittait l'appareil en parachute. La section arrière du fuselage comportait un système de freinage pour permettre la récupération du moteur fusée et sa réutilisation. La production fut limitée à une petite série d'essais. Les SS et la Luftwaffe passèrent des commandes, mais aucun appareil ne fut utilisé en combat. En avril 1945, les forces américaines capturèrent plusieurs exemplaires dans l'usine Bachem. Certains furent envoyés aux États-Unis et d'autres détruits. Aujourd'hui, des restes, des répliques et des plateformes de lancement en béton subsistent aux alentours de Kirchheim-Untertech. Ce sont les seuls vestiges physiques d'un projet développé dans les derniers mois de la guerre. Le BA
349 Natter resta un programme expérimental qui ne passa jamais en service opérationnel. V3 Ochdruckpump, le projet secret sous la colline. L'arme connue sous le nom populaire de V3 Supergun était officiellement désignée par l'Allemagne sous le nom de V3 Ochdruckpump. Elle faisait partie du programme des Vergeltungswaffen destiné à frapper la Grande-Bretagne depuis le continent européen. Contrairement aux autres armes du programme, il s'agissait d'un canon fixe de grande longueur conçu pour bombarder Londres depuis la côte de la Manche. Les recherches commencèrent en 1942 dans l'idée de construire une arme capable de tirer sans soutien aérien. En 1944, le projet fut formellement intégré comme V3 et son développement se concentra dans des installations souterraines creusées près de Mimoyek, dans le nord de la France, où un réseau de tunnels et de galeries fut construit à l'intérieur d'une colline de gypse. Le canon était conçu avec un tube lisse extrêmement long et plusieurs chambres latérales destinées à propulser le projectile de manière progressive. L'objectif était de maintenir une pression constante pour atteindre Londres. Les projectiles, d'environ 3 mètres de long, étaient stabilisés par des ailerons, le tube n'étant pas rayé. Les premiers essais, réalisés au début de 1944 à Hillersleben, révélèrent de graves problèmes. Les projectiles n'atteignaient pas la vitesse requise et l'augmentation de pression provoquait des défaillances structurelles fréquentes. Les sections du canon se fissuraient ou perdaient du matériau, générant un grand nombre de pièces inutilisables. Face à ces échecs, la KWIE fut intégrée au projet. Sous la supervision de Friedrich Körber, le scientifique Peter Bardenheuer analysa les matériaux utilisés et constata que les aciers employés ne supportaient pas les pressions extrêmes. Des modifications dans le processus de fabrication furent introduites et des aciers spéciaux furent étudiés avec le soutien de Röchling et Mannesmann, ce qui réduisit partiellement les défaillances sans les résoudre complètement. Les autres alternatives impliquaient de réduire le poids du projectile ou de la charge propulsive, ce qui compromettait la portée. Alors que les problèmes techniques persistaient, le débarquement allié en Normandie en juin 1944 changea la situation stratégique et mit en danger les installations avant que l'arme ne devienne opérationnelle. Les bombardements alliés endommagèrent gravement le complexe de Mimoyek et rendirent inutilisables plusieurs galeries. Le projet V3 fut abandonné sans qu'aucun tir opérationnel ne soit effectué. Aujourd'hui, les tunnels et structures inachevées restent comme traces physiques d'une arme qui n'est jamais entrée en service. Orten 229, le seul exemplaire conservé au Smithsonian. Au début des années 1930, Walter et Reimar Orten commencèrent à expérimenter des conceptions d'ailes volantes, s'éloignant de la configuration conventionnelle des avions de l'époque. Ils passèrent des années à développer des planeurs sans queue, convaincus que ce schéma pouvait réduire la traînée aérodynamique et améliorer les performances. Au cours de ces premiers travaux, les frères construisirent et firent voler plusieurs planeurs dans des clubs civils, expériences qui servirent de base à un projet plus ambitieux. Lorsque l'Allemagne engagea le réarmement aérien, ce concept expérimental était déjà assez mature pour envisager son application dans un avion de combat réel. En 1943, le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, émit une exigence spécifique. Un avion capable de transporter une tonne de bombes, de parcourir de longues distances et d'atteindre des vitesses comparables à celles des jets. Les bombardiers existants ne pouvaient répondre à ces critères. Les Orten présentèrent leur conception privée en réponse directe à cette demande, proposant un avion sans fuselage ni queue, propulsé par des moteurs à réaction. Le projet fut approuvé par le ministère de l'Air du Reich qui ordonna son développement sous la désignation O9, plus tard connue sous le nom de Orten O229. La construction fut confiée à Gothaer Wagonfabrik et l'on décida d'utiliser un mélange d'acier et de bois en raison de la pénurie d'aluminium. Une partie du revêtement incluait du charbon mélangé au matériau, détail étudié plus tard pour son effet sur la détection radar. Le premier prototype, planeur non motorisé, vola le 1er mars 1944. Le second, équipé de moteurs à réaction jumeaux 004, effectua son premier vol en janvier 1945. Peu après, le 18 février 1945, ce prototype s'écrasa à la suite d'une panne moteur lors d'un test. Le pilote Erwin Ziller réussit à quitter l'appareil,
mais mourut quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Malgré l'accident, le programme ne fut pas annulé. Göring ordonna la poursuite de la production et le HO-229 fut inclus dans le Juggernaut programme, un plan d'urgence pour accélérer le développement de chasseurs à faible coût face à l'avancée alliée. À ce moment, plusieurs prototypes et cellules de pré-production étaient en cours d'assemblage, mais aucun ne fut mis en service opérationnel. Avec la fin de la guerre au printemps 1945, les troupes américaines progressèrent rapidement en Allemagne. Dans ce contexte, l'opération Paperclip fut lancée pour capturer la technologie avancée allemande avant qu'elle ne tombe aux mains des soviétiques. Un planeur Horten et le O-229 Fied 3, en phase finale de montage, furent localisés et sécurisés par les forces américaines. Le O-229 Fied 3 fut d'abord envoyé en Grande-Bretagne, puis transféré aux États-Unis, où il fut étudié par des ingénieurs de Northrop, entreprise ayant également travaillé sur des ailes volantes. D'autres cellules incomplètes furent détruites volontairement pour éviter leur capture. L'avion ne vola jamais en combat et ne fut jamais produit en série. Aujourd'hui, le seul HO-229 survivant est conservé au Smithsonian National Air and Space Museum dans le Maryland. L'appareil reste non terminé et n'a subi aucune modification pour le vol, conservant l'état dans lequel il fut capturé. Il représente la fin d'un projet avancé qui arriva alors que le conflit était déjà décidé, préservé comme objet physique d'une guerre en phase terminale. Ce sort ne fut pas exclusif à un seul design. Pendant le conflit, de nombreux véhicules, armes et systèmes furent développés pour soutenir la guerre totale, souvent créés en urgence et utilisés de manière limitée. Quand l'avancée militaire s'arrêta, ces outils cessèrent de remplir leurs fonctions. Certains furent abandonnés, d'autres partiellement détruits, et plusieurs préservés avec le temps. Il reste aujourd'hui des traces matérielles d'une industrie tournée vers la guerre et du moment où cette mécanique cessa d'avancer.